Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Brive pour une rencontre qui va forcément être très littéraire puisque nous allons parler d'écrivains célèbres en compagnie d'autres écrivains. Tout ça sous l'œil, les caméras de Corrèze Télévision. Alors moi je suis Pierre Croze du réseau social Babelio. C'est un site sur lequel vous pouvez ajouter des critiques de vos écrivains préférés ou discuter si le cœur vous en dit avec d'autres lecteurs. Alors à mes côtés, 3 personnes qui à leur façon font revivre des écrivains que je crois nous aimons tous. Nicole Bertholdt, par exemple, vous nous faites revivre Boris Vian, dont on fête les 100 ans en 2020. Je crois qu'il est né le 10 mars 1920 exactement. Vous publiez chez Prisma un livre anniversaire. C'est un livre avec de nombreuses entrées pour célébrer l'œuvre et la vie de Boris Vian. On retrouve des dates marquantes, des extraits de son œuvre, des disques qu'il a aimés. Alors cela passe par des textes, mais aussi des photos. C'est une vraie célébration de Boris Vian. On va en parler ensemble. Je rappelle que c'est vous qui veillez sur son œuvre et vous êtes autrice également de plusieurs textes sur Boris Vian. On va un peu remonter dans le temps avec vous, Jean-Paul Delfino. On est dans votre livre dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902. Un homme ne le sait pas encore, mais il est en train de mourir. Cet homme, c'est Émile Zola, l'un des plus grands écrivains français, l'auteur de la fresque des Rougon-Macquart, mais écrivain engagé également dans l'affaire Dreyfus principalement, à travers son célèbre J'accuse, publié dans le quotidien L'Aurore, c'était en janvier 1898. Alors il meurt. L'histoire a retenu que c'était un accident, mais vous accusez, Jean-Paul Delfino, vous nommez directement certains hommes, bien connus d'ailleurs, d'être à l'origine de sa mort, d'être les assassins d'Émile Zola. Le livre s'appelle Assassin, avec un point d'exclamation. Il est publié chez Héloïse d'Ormesson. On aura également l'occasion d'en parler tous ensemble. Enfin, on va remonter encore un peu plus loin dans le temps avec vous, Jérôme Attal. Il y a plusieurs écrivains dans votre livre, La petite sonneuse de cloche. Un écrivain fictif, le père du narrateur de votre roman, qui sur son lit de mort s'est intéressé aux histoires d'amour d'un autre écrivain, bien réel celui-ci, François-René de Chateaubriand. Le père du narrateur a peut-être identifié, à partir d'une phrase des mémoires d'outre-tombe, une amante de l'écrivain alors en exil à Londres. La petite sonneuse de cloche, d'où le titre. Le narrateur décide alors de partir à Londres sur les traces de cette femme. A-t-elle existé? A-t-elle été l'amante de l'écrivain? C'est ce que le narrateur cherche à savoir. La petite sonneuse de cloche a été publiée aux éditions Robert Laffont. Alors c'est de tout cela dont nous allons parler ensemble. Une première question peut-être pour vous, Nicole. Comment est-ce que vous avez abordé le livre de célébration d'un écrivain comme Boris Vian, qui est écrivain, mais qui a aussi énormément de cordes à son arc? Comment est né ce livre? Je crois que ce livre, je le portais en moi. À chaque fois que j'ai fait un bouquin sur Boris Vian à partir de ses archives et en attaquant, je veux dire, la montagne qui représente par un côté ouest, sud ou nord, je ne le réfléchis pas tellement à l'avance. C'est-à-dire que je me déplace dans son patrimoine d'une façon très instinctive pour savoir exactement ce qui va correspondre à ce que j'ai envie de traduire. Je pourrais vous dire quelque chose de plus clair peut-être en vous disant que modestement, je suis la seule personne qui ait lu tout Boris Vian sur manuscrit, c'est-à-dire à peu près 25 000 pages. Et forcément, quand on lit un auteur sur manuscrit, on en ressent vraiment son intériorité, son intention, ses contradictions. Et ça se répercute sur tout un tas d'objets qu'il y a autour de lui. Et comme j'habite en plus chez lui, ça donne une espèce de terrain de jeu absolument invraisemblable où je me suis dit que j'allais mettre plein de trucs, à commencer par des manuscrits, cela c'est l'arrache-cœur, mais aussi où j'allais parler des 100. Voilà. Donc les 100 copains, les 100 livres de la bibliothèque idéale, les 100 anagrammes, enfin voilà, plein de choses. Voilà, les 100 titres de sa bibliothèque. On va y venir tous ensemble sur les différents aspects de ce livre et de Boris Vian. Jean-Paul Delfino, vous, c'est la vie de Zola qui vous intéressait, et c'est surtout sa mort, la vie, mais aussi la mort. Vous pensez qu'il a plutôt été tué qu'il est mort accidentellement? Comment il est né ce livre de doute que vous avez réellement, de recherche que vous avez effectué? Oui, alors moi j'ai passé 1 an et demi avant d'écrire la moindre ligne, et je partage la chance qui est celle de ma voisine, c'est-à-dire qu'avant de me mettre à écrire, ça devait être 3 semaines avant, j'habite à Aix-en-Provence et en bas du cours Mirabeau, pour ceux qui connaissent, et je vois un jour un bus rempli de Japonais qui s'arrête devant mon immeuble,
qui giclent, les Japonais giclent véritablement devant l'immeuble et se mettent à mitrailler la façade, qui n'a rien de rare. Alors j'ai la chance d'être traduit dans pas mal de pays, mais pas au Japon, donc je me suis dit qu'ils s'étaient trompés. Le samedi d'après, ils font la même chose. Le samedi qui suit, encore une fois la même chose. J'ai l'idée, j'allais dire étonnante, mais il faudrait connaître ma mère pour ça. J'en parle à ma mère, qui est un peu une mère juive sans être juive, mais qui est hyper active et qui, à mon avis, a dû faire passer de via trépas 3 ou 4 employés municipaux de la ville d'Aix. Elle est allée au cadastre, elle est allée à l'office du tourisme. Et un jour, elle est revenue avec un sourire jusqu'aux oreilles en me disant « Tu prends la moitié de la salle à manger de l'appartement dans lequel tu habites. À gauche, c'est la dernière chambre de bonne où Zola a vécu avec sa mère avant de partir à Paris. Donc j'habite chez Zola comme vous habitez chez Boris Vian. Et ça n'est pas ni une posture ni une expression, c'est vraiment ça. Quant à la raison de l'écriture, je crois que dans tout littérateur, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais dans toute personne qui écrit, il y a un Don Quichotte. Et effectivement, je ne peux pas me contenter d'une mort accidentelle d'un Zola à cause d'une cheminée bouchée. Donc au bout d'un moment, il faut soulever le tapis de l'histoire avec un grand H et passer un coup de balai. Vous dites que vous habitez chez Zola. Jérôme Attal, vous habitez dans Chateaubriand. Vous aimez particulièrement vous habitez dans l'œuvre de Chateaubriand. J'habite dans un château, non, dans pas un du château. tout. Pas du tout. Dans l'œuvre de Chateaubriand, vous connaissez. Vous êtes un grand lecteur de Chateaubriand, donc qui est l'écrivain qui est au cœur de votre roman. C'est le père du narrateur, un écrivain qui trouve dans les pages mêmes de ses mémoires donc un indice assez faible pourtant quant à l'existence d'une amante anglaise. Ça passe par une grande connaissance de son œuvre, ce livre. J'adore le côté amante anglaise, ça me fait penser à un livre de Marguerite Duras. Moi, j'adore Marguerite Duras. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire, c'est que je regarde mon micro et je n'ai qu'une barre à ce micro. J'accuse Jean-Paul Delfino d'avoir trafiqué le micro avant cet entretien. Et je l'accuse, voilà, et j'aimerais que ce soit dit. Je voudrais aussi souligner la présence d'Arlette et Bernadette au premier rang, qui sont les 2 meilleures lectrices de la ville de Brive, voilà, qui viennent chaque année et qui sont vraiment remarquables, qui ont lu à peu près tous les livres, et tous les livres de Jean-Paul Delfino aussi. Et Chateaubriand, oui, alors Chateaubriand, il lui est arrivé une aventure extraordinaire. Il s'est laissé... je parle vite parce qu'on n'est pas dérangé par des voix qui arrivent d'outre-tombe, donc j'en profite. Donc Chateaubriand, il lui est arrivé un truc extraordinaire, c'est qu'il s'est fait enfermer dans l'abbaye de Westminster toute une soirée. Et il raconte dans les mémoires d'outre-tombe qu'il s'est fait réveiller au matin par une petite sonneuse de cloche. Il a le sentiment, le pressentiment ou le souvenir d'un baiser. Et donc, il raconte ça dans les mémoires d'outre-tombe, et j'ai voulu explorer en une sorte de Da Vinci Code amoureux cette histoire de baiser de Chateaubriand et de cette petite sonneuse de cloche. C'est un vrai travail de détective, un peu ? Mais exactement, j'ai été un peu détective pour une silhouette. J'adore, comment dire, aidez-moi. J'adore. Le baiser. Oui, j'adore embrasser. Et j'adore embrasser. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie. Mais oui. Et alors, je me suis dit, mais comment explorer cette histoire d'embrassade littéraire, de magie, de la rencontre, dans une épopée Homérique. Ok, merci de ton aide. Dans une épopée homérique. Est-ce que je puis me permettre de dire que M. Attal ressemble étrangement à Boris Vian de profil? Et oui, mais vous n'êtes pas la première à me le dire. Il a quand même réussi à faire ça en plus pour nous ce soir. Merci. Ah, merci. Tout ça est très calculé. Hein. Je reviens sur le travail de détective. C'est le vôtre, votre travail aussi de détective à travers ce livre. C'est passé par beaucoup de sources, beaucoup d'enquêtes de votre part pour déterminer. Parce que vous accusez directement des personnes d'être à l'origine de l'assassinat. Oui, mais ça sert à ça, la littérature aussi. Ça peut servir à écrire des lettres d'amour, ça peut servir à rendre hommage à des génies, et puis ça peut servir aussi à dénoncer certaines choses. Et effectivement, j'ai passé, alors là, ça me permet, merci pour votre question, ça me permet de faire un remerciement, c'est ce que je fais à chaque fois, pour un site internet absolument magnifique qui doit beaucoup à la Bibliothèque nationale de France et au Centre national du livre, c'est le site Gallica, GA2LEICA. Vous avez des millions de documents qui sont numérisés, qui sont disponibles à la consultation gratuitement. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai lu toute la presse quotidienne régionale, toute la presse quotidienne nationale, tous les manuscrits et tous les livres qui ne sont plus en circulation aujourd'hui, de 1890 à 1905. Et après, en tant que journaliste d'investigation, j'ai resserré les mailles du filet.
Et ça ne sert vraiment, ça ne sert qu'à ça. On ne peut pas accuser quelqu'un sans avoir à minima la certitude. C'est quand même le premier point. Et ensuite, si on se fait attaquer en justice, et j'attends toujours qu'on m'attaque, il n'y a aucun problème. Je sais pourquoi j'ai écrit certaines choses et je le maintiendrai mordicus jusqu'à la fin, oui. Donc effectivement, c'est véritablement une enquête sérieuse. C'est un roman, mais tout est vrai dans le roman. Oui, Tout est vérifié. Oui, tout est vérifié et donc tout Étayé. est étayé, oui. Et oui, sinon on fait. Alors, je me situe entre le roman qui, par définition, est une œuvre de fiction, et la monographie qui, elle, ne fait entrer aucune fiction. Donc moi, je me situe entre les deux. Mais par exemple, quand je fais parler de Drummond et j'ai dû me farcir les 1200 pages de la France juive, qui est une espèce de brûlot nauséabond, je l'ai lu avec une bassine à côté pour vomir, parce que vraiment, comparé à ce qui se dit aujourd'hui en matière d'antisémitisme, Drummond était un grand précurseur. On en parlera justement. Voilà, et donc moi, ce qui m'a intéressé, ça a été de prendre des morceaux, des déclarations, des discours qu'il a pu faire à Alger, qu'il a pu faire à Paris, et avec ça, essayer de tisser une couverture la plus homogène qui soit, mais toujours en partant de données réelles et de mots qu'il avait lui-même prononcés. Sur le travail de détective, vous, ce sont des textes que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a eu tout de même un travail de fouille d'archives, est-ce qu'il y a des recherches également pour constituer cet ouvrage assez imposant Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, je retrouve encore des manuscrits inédits. Et du reste, pour le centenaire, qui sera spécifiquement en mars 2020, il y aura 2 inédits de Boris Vian qui vont sortir. Un premier qui a été confié à l'Oulipo, c'est-à-dire la branche du Collège des Pataphysiques, qui était mis en place par Pérec, entre autres, et François Le Lyonnais, et Queneau, etc. Et un autre dont je suis l'autrice également, qui est la correspondance à Boris Vian et de Boris Vian. Et effectivement, je reviens surtout sur ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on fait un livre comme le mien, où on pense tout connaître, bien sûr que non. Donc effectivement, on se dit que Boris Vian a toujours besoin encore d'être reconnu aujourd'hui. Je pourrais vous citer toute une ribambelle d'exemples. Télé, radio, personne lambda qui a encore à dire contre J'irai cracher sur vos tombes, par exemple, etc. Où là, en l'occurrence, Boris, pour écrire son J'irai cracher sur vos tombes, a par exemple lu des dizaines et des dizaines de bouquins américains qui parlent à l'époque et du Ku Klux Klan et du problème racial avant la guerre, etc., etc., parce qu'il ne s'aventure pas comme ça avec son J'irai cracher sur vos tombes. Donc, moi-même, quand je vais fouiller dans ses archives, je suis avec tout ça, et donc je chemine comme ça pour aller mettre plutôt telle chose que telle chose. Et quand je mets les aphorismes, oui, j'ai plutôt envie de mettre qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, mais finalement, j'ai rien besoin de faire parce que je l'ai. Bah, c'est sûr que c'est ça que je vais choisir, parce que Boris Vian, il a dénoncé le travail, qui était vraiment le gros problème pour l'humain. Il y avait 2 gros travails pour l'humain, c'était le travail et la guerre. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas le même travail d'investigation, mais je fais toujours de la recherche, je vais toujours voir des tas de gens, etc. Et des tas de gens viennent à moi pour m'expliquer des choses, me montrer des choses, donc ça me permet d'organiser un petit peu comme ça sa personnalité, qui il est. Et en fait, d'année en année, c'est comme une espèce de puzzle tridimensionnel où je le vois de mieux en mieux, où je le comprends de mieux en mieux, où ça s'organise. Mais j'oublie pas que c'est un grand provocateur. J'oublie pas que c'est un grand rigolo de service. Et ces facettes-là qui sont aussi présentes dans le livre. Ah oui, absolument. Ce n'est pas que l'écrivain, justement. Oui, oui. Je mets aussi des petites choses très rigolotes comme la javanaise, la java javanaise, que Serge Gainsbourg va reprendre des années plus tard avec la javanaise, ou le chacha du loup que Gainsbourg va effectivement... On est dans une sorte d'investigation aussi, parce que l'ère de la chanson, c'est pas rien. Hein. On se vole déjà des choses, hein, cette période-là, etc. Donc c'est d'autres domaines, mais qui vont parfois... qui sont un peu rigolos, et des fois ça va vraiment très loin, parce que quand même la carrière de Boris Vian a été totalement brisée par J'irai cracher sur vos tombes. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit aussi sur le fait que c'est à mi-chemin entre presque une biographie, des choses très réelles, et un roman. Pourquoi avoir gardé tout de même l'aspect romanesque? Pourquoi garder tout de même le roman et ne pas avoir justement fait peut-être un essai sur les assassins de Zola? D'abord parce qu'à mon avis, le roman touche le plus grand nombre. Ça, c'est vraiment une certitude. Et ensuite, parce que dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, voilà encore quelqu'un qui nous manque,
les universitaires n'ont pas le droit de dire que Zola a été assassiné. Tant qu'on n'a pas la preuve formelle, on n'a pas le droit d'affirmer ça. Nous, en littérature, on bénéficie de ce qu'on appelle la licence littéraire. Et à partir du moment où on a suffisamment de faisceaux de présomption qui se dirigent vers le même point, on peut affirmer des choses, on peut dire tout haut ce que les universitaires sont obligés de dire tout bas. Donc voilà, pour moi, c'était le meilleur moyen de toucher le lecteur et surtout de faire passer ce qui m'intéresse dans Zola. Dans mon Zola à moi, ça n'est pas ni les Rougon-Macquart, ni l'affaire Dreyfus. Ça, il y a Troya, il y a Mitterrand qui ont écrit des monographies somptueuses, bourrées de savoir et avec peut-être un peu moins de saveur. Moi, c'est l'humanité de Zola qui m'intéresse. Et donc, la question fondamentale du livre... Pour la presse, c'est qui a tué Zola. Donc oui, je donne des noms, je donne des pistes, je donne des théories qui sont quand même très solides. Mais pour moi, l'autre point fondamental du livre, c'est qu'il est universel. C'est-à-dire, tous, autant que nous sommes ici, et Dieu sait que nous sommes nombreux, à un moment donné, on va passer de l'autre côté du miroir. Non, je compte la totalité. Oui, non, c'est... Donc on va passer de l'autre côté du miroir, on va mourir. Et si, comme Zola, on se retrouve coincé dans un lit avec le corps qui ne répond plus, mais le cerveau qui continue à avancer, quelles sont les choses auxquelles on va penser à ce moment-là? Est-ce qu'on va penser au Rougon-Macquart en ce qui concerne Zola ou à l'affaire Dreyfus? Ou, comme mon Zola à moi, est-ce qu'on va penser aux premières amours? Est-ce qu'on va penser aux années de Vachemaigre? Ah oui, tout de suite. Oui, l'amour, tu sais bien que c'est quelque chose qui me passionne. Est-ce qu'on va penser à toutes les désillusions qu'on a pu avoir? Et donc pour moi, c'est ça, c'était essayer d'approcher l'humanité d'Émile Zola au milieu d'un bourbier, au milieu d'une fange antisémite et d'une France d'extrême droite qui font contrepoint l'un avec l'autre. Donc l'arc dramatique est simple, deux histoires qui partent chacune d'un côté qui finissent par se rejoindre à la fin. Jérôme Attal, comment est-ce qu'on se met dans la peau d'un écrivain comme Chateaubriand? Et je poserai aussi la question peut-être à vos camarades. Vous utilisez la première personne dans le roman, où on est vraiment dans la peau directe de Chateaubriand dans les premiers chapitres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce qu'on se met? C'est aussi beaucoup d'études sur Chateaubriand lui-même? Ouais, si peu. Non, moi, en fait, c'est des romans, donc j'essaye. Faut pas que ce soit je suis pas historien, il faut pas que ce soit un catalogue de citations ou d'exactitudes que j'ai lu à droite et à gauche. Faut que ça reste moderne. Et non, l'idée, c'était vraiment de dépoussiérer un peu le personnage de Chateaubriand en le prenant à 25 ans. Il crève de faim, il fuit la Révolution française parce qu'il a été destitué de ses droits civiques en France, donc il a plus une thune. Et il erre un peu dans les rues de Londres, comme aujourd'hui les migrants errent dans les portes de la Chapelle ou ailleurs. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs quand j'ai lu quelques documents d'universitaires britanniques sur le sujet, tous les Français de l'époque sont appelés migrants. Donc je trouvais qu'il y avait des correspondances un peu rigolotes avec aujourd'hui. Et puis après dans le livre, je développe aussi une espèce de métaphore entre la faim et l'amour. Parce qu'avec son copain Ingan, là, ils ont très faim. C'est deux réfugiés, ils n'ont pas d'argent et ils décident d'aller à l'auberge. Parce qu'ils se disent, si on va à l'auberge, on va sentir la nourriture. Et on va voir les plats passer devant nous, donc ça va peut-être dissimuler et tromper notre faim. Et je me dis, peut-être dans l'amour, c'est pareil. Est-ce que quand on est amoureux de quelqu'un, est-ce que c'est mieux d'aller dans sa proximité ou alors est-ce que c'est mieux de le fuir, sachant qu'on ne l'aura pas? T'en penses quoi, toi? On en a longuement parlé, mais ça restera entre nous. Ah bon? Ok. Dommage. Donc voilà, donc ce sont des histoires d'amour et de faim. Et puis moi, je suis très décontracté avec Chateaubriand parce qu'il n'est plus là pour venir me dire « Ah mais non, c'est pas comme ça que je suis ». Donc j'y mets le maximum de moi, ce qui donne une espèce de crédibilité aussi et de viscéralité au roman, j'ai l'impression. Et j'essaye d'être le plus sincère possible et d'enfouir tout ce que j'ai sur le cœur, de le mettre dans le livre. C'est une question de sur et de dans. Jean-Paul Delfino, un peu la même question. Comment est-ce qu'on se met dans la peau? Alors vous, c'est pas forcément la première personne, ça reste à la troisième personne, mais on est vraiment dans la nuit de Zola, au moment où il meurt, on est vraiment dans sa tête. Comment est-ce que vous avez construit aussi ce monologue intérieur qu'il a? Avec un stylo et un papier. Non, mais j'ai pas de réponse plus intelligente que ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de... Ça n'est même pas du dédoublement, puis en plus en habitant chez la personne dont on écrit la fin, c'est vrai que c'est quand même assez troublant. Et non, simplement, c'est l'envie de raconter. Je crois que chaque tentative d'écriture de roman est une tentative de séduction.
Et donc, pour essayer de... Mais tu sais très bien ça. Jérôme Attal approuve. Oui, Jérôme ne peut qu'approuver sur ce plan-là. Et Pas du tout. voilà. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que le lecteur croit à ce qu'on raconte. Et pour ça, il faut être complètement à l'intérieur du sujet. C'est pour ça que ça nécessite autant de recherche. Vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je me souviens, mon premier roman historique, ça se passait en 1920 à Marseille. Les 50 premières pages, je n'ai eu aucun problème, j'ai écrit immédiatement. À un moment donné, mon héros prend un bateau et il se retrouve au Brésil. Et de là, tout va bien encore. Je connaissais le Brésil en 1920, sauf que je lui fais prendre un taxi. Et ce taxi m'a coûté un peu plus de 2 ans sans écrire une seule ligne. Parce qu'est-ce qu'il y avait des taxis au Brésil? Si oui, quelle était la marque? Quel était l'argent, le nom de l'argent qu'on utilisait? Est-ce que le chauffeur avait un costume? Est-ce qu'il n'en avait pas? Est-ce que le nom des rues qui menaient de l'ancien port de Rio jusqu'au quartier de Santa Teresa portait encore le même nom? Donc il faut vérifier tout ça. Et donc on ne peut pas, me semble-t-il, entrer dans l'intimité ou dans la peau de qui que ce soit sans en connaître absolument tous les tenants, les aboutissants de sa vie à lui, mais aussi de l'époque, de la période. Et c'est ce qui est génial dans le bouquin sur Boris Vian, c'est que ça n'est pas uniquement une suite de coups de projecteur sur Boris Vian, c'est aussi une peinture de l'époque de la société. C'était le but aussi, de parler de la société à travers Boris Vian. Oui, de peindre effectivement l'environnement, son environnement, ce qu'il y faisait lui, comment ça se passait. J'aime bien effectivement son quotidien. Le fait d'habiter chez lui me donne effectivement la possibilité de parler de lui dans son quotidien. Alors ça peut le désacraliser parce qu'effectivement, c'est pas le grand mythe parfois qu'on imagine, sauf que je crois que c'était même le mythe. Ursula, sa femme avec laquelle j'ai travaillé 35 années, c'était vraiment toujours c'était quand même déjà le mythe, même quand elle travaillait déjà avec lui. C'était quelqu'un tout à fait étonnant, Boris Vian, dans son quotidien. Il faisait 3 ou 4 trucs tout le temps en même temps. Il était assez taiseux, il parlait pas toujours, il avait plein d'histoires tout le temps. Tout l'agaçait quand c'était trop simple. Il fallait toujours des trucs pas plus compliqués. C'est pas ça du tout. Je crois que l'inverse de simple, c'est pas compliqué. C'est plus fouillé, plus approfondi, justement, pour aller chercher autre chose autrement. Son écume des jours, il l'a construit comme ça. Alors, il y a un aspect très mathématique, c'est-à-dire peu de mots pour dire énormément de choses. Ça, je vous donne des clés, parce que ça, c'est pas ce qu'on apprend aux enfants à l'école. Mais l'écume des jours, c'est ça. Boris, quand il se met à écrire ses livres, il sait déjà exactement combien de pages ils vont faire, par exemple. Ça vaut pour gérer, cracher, etc. Il organise vraiment tout ça. Et moi, tout ce qu'on m'a dit, je le revois défiler dans tout ce que je touche, dans ses papiers, dans son environnement, effectivement, de manuscrits, etc. Et ça me permet d'en parler, non pas comme... Je me prends bien sûr pas pour Boris Vian, surtout pas, mais j'essaie justement de ne pas déformer sa pensée. Et quand je me permets de faire un bouquin comme ça, il ne faut quand même pas trop se tromper, parce qu'il y a un nombre d'informations énormes, donc on a plutôt tendance à... Mais il y a des choses cachées. Je suis pataphysicienne, moi-même aussi. Je suis commandoresse exquise de l'ordre de la Grande Gidouille. Vous êtes priés de me parler comme ça, messieurs. À partir de maintenant, je vous préviens. Et donc, il faut savoir que quand on est pataphysicien, je veux dire, c'est vrai qu'il y a tout un tas de codes, etc. Et donc, j'ai planqué tout un tas de trucs quand même, voilà, dans ce bouquin. Vous parlez de certaines techniques d'écriture de Boris Vian. Il connaissait le nombre, voilà, plus ou moins de mots. Est-ce que c'est quelque chose que vous souscrivez à cette idée de mesurer l'écriture ou d'être économe dans l'écriture? Est-ce que vous êtes... Pour ma part, non. Quand j'écris un roman, là c'est sur Zola, mais quand j'écris d'autres types de romans, j'ai une vision peut-être que Boris Vian aurait accepté, c'est-à-dire je sais quel est le sujet, ce qui est le minimum, je connais 2-3 personnages, ça aussi c'est le minimum, j'ai le premier chapitre, je sais comment ça finit, mais très vite, au bout de 7-8 pages, j'ai vraiment même pas la sensation, mais la certitude que ce n'est pas moi qui écris. C'est-à-dire que c'est mon stylo qui me raconte l'histoire qui va suivre. Et ça, c'est extrêmement troublant. Alors évidemment, ça fait rire les cartésiens et ça fait monter au ciel les gens qui sont plus ésotériques. Mais le mystère de l'écriture, c'est quelque chose, un, que je ne comprends pas et deux, que je ne veux surtout pas comprendre. J'ai cette chance merveilleuse qui est, je me souviendrai toujours, mais mon premier roman, j'étais dans un salon, c'était il y a 20 ans maintenant.
Et une actrice commence à déclamer un demi-chapitre. Et là, je suis devenu fou de rage. Je suis rentré chez moi, j'ai pris le D'abord, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné à mon éditrice de l'époque, Anne-Marie Métellier, et je lui ai dit « Comment as-tu osé réécrire mon manuscrit ?» Et là, elle, qui avait l'habitude à éclater de rire, elle me dit « Prends ton manuscrit, regarde ce qu'il en est. » Et j'ai vérifié, effectivement, mot pour mot, c'est ce que j'avais écrit. Donc je crois qu'il y a une espèce de dédoublement entre celui qui écrit avec la tête et celui qui écrit avec le ventre. Donc chacun écrit avec ce qu'il veut. Pour moi, pour ma part, c'est par ici que ça se passe. Ça se décide là, mais ça s'écrit par ici, le ventre. Jérôme, un commentaire justement sur ça? C'est la tête, c'est le cœur? C'est le cœur, hein, si je dois choisir, moi, ce que vous voulez que je vous dise. Mais non, évidemment que c'est le cœur, évidemment. Non, mais moi, alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre pour l'écriture, c'est que j'avançais. J'aime bien quand aussi les chapitres en amènent un autre et que je fais pas vraiment de plan. Et là, pour celui-là, j'ai fait un truc qui était bien pour l'écrire. Un jour sur deux, j'avançais un nouveau chapitre. Et le jour d'intervalle, je relisais un peu ce que j'avais fait avant pour qu'il y ait une unité, pour qu'il y ait une musique qui soit la même. Mais j'ai rien mesuré du tout. Mais dans la vie, c'est pareil. Je m'aperçois que je mesure rien du tout, en fait, de ce qui arrive. J'arrive pas à mesurer les choses. Et alors, je suis souvent en décalage avec ce qui se passe vraiment. Mais c'est ce qui me fait déborder après dans l'écriture. C'est le débordement qui fait... Si j'étais trop mesuré, je pense que j'aurais pas besoin d'écrire des livres. Vous avez eu autant de plaisir à écrire les passages de Chateaubriand en exil en Angleterre que l'enquête contemporaine également. Il y a un écrivain qui est en train de mourir, c'est le début du livre. Il y a son fils qui repart sur l'enquête amorcée par son père. Ces deux enquêtes ces deux histoires se croisent. Il y a eu autant de plaisir pour l'une que pour l'autre? En fait, il y a deux histoires qui se croisent, un peu comme vous ici, quand vous êtes en train de me parler, il y a une autre voix qui arrive pour dire le petit Michel est attendu à l'aéroport. Tout ça est très calculé. Ou quelqu'un a oublié d'acheter un livre à Jean-Paul Delchino, il faut que ça se répare immédiatement. Et oui, en fait, il y a deux trajectoires dans ce livre. Et donc, on suit... et ce que j'ai aimé faire, c'est que la trajectoire de Chateaubriand jeune et dans l'ancien temps soit au présent. Et la trajectoire qu'on suit de ce jeune homme aujourd'hui qui part sur les traces de cette petite sonneuse de cloche et au passé. Et j'ai pu comme ça un peu mêler les choses. Mais très vite, ce qui m'amusait, c'est que ce soit deux jeunes gens qui vont rencontrer les mêmes problèmes, notamment amoureux, avec la personne qu'ils vont rencontrer. Et très vite va se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une petite descendante de Chateaubriand aujourd'hui dans les rues de Londres qui aurait échappé au radar des littérateurs et qui existe de manière ardente et encore à découvrir. Il y a une idée de parler aussi d'un auteur qui serait moins lu. Vous dites, il y a un moment, dans le train, un personnage qui du coup lit le Chateaubriand, le narrateur, et quelqu'un dit mais c'est peu fréquent de trouver quelqu'un qui lit Chateaubriand. Alors là, figurez-vous que je suis invité dans tous les lycées Chateaubriand de France, et les profs m'envoient des mots en disant mais ça va être génial parce que déjà ça ne va plus être qu'un nom sur le fronton du lycée pour les élèves, et en plus vous montrez Chateaubriand sous ses aspects les plus pervers, c'est-à-dire le séducteur. Et là, je me dis, mais les profs ont rien compris à mon livre, quoi. Il n'est pas du tout séducteur. Le mec, il crève d'amour dans mon livre. Et alors, je comprends en fait mon décalage que j'avais déjà avec mes professeurs à l'époque. Parce que j'ai fait un mec hyper romantique. Et les profs, elles sont là, oh là là, mais il est vraiment séducteur, ce Chateaubriand. Mais pas du tout. Il est très amoureux, quoi. Il en crève, il brûle comme une flamme. Comme ça nous arrive parfois. Mais bon. Ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est important. Okay. Juste une petite précision, c'est que quand on se voit avec Jérôme, on parle de tout sauf de littérature. Généralement, on parle d'amour. Parce que c'est barbant, mais il n'y a rien les livres, ça se lit. Oui, mais de toute façon, Sandra dit la même chose. La littérature, parler de littérature, c'est terriblement emmerdant. Okay. Et là, je viens d'entendre pour la première fois le mode de travail, en tout cas pour la petite sonneuse de cloche de Jérôme. Et j'ai exactement. Ça te plaît ou pas? J'ai le même depuis le début. Bravo. C'est-à-dire, moi, j'écris encore. J'ai tellement. Ça n'est pas une grossièreté gratuite. J'étais journaliste, on appelle ça pisser de la copie. Donc j'ai tellement pissé de copie directement. Mais pisse-copie, c'est le mot qu'a inventé Boris Vian. Ah ben voilà, on y est bien d'accord. Et donc j'en ai tellement pissé en tapant directement à l'ordinateur que quand je me suis mis à écrire des romans, le matin j'écris à la main, l'après-midi je tape à l'ordinateur ce que j'ai écrit et le lendemain, avant de faire la suite, je prends la trace papier de la veille, je relis en corrigeant et je continue à la main et l'après-midi. Donc on a finalement à peu près la même façon de travailler. Et Boris Vian, peut-être, si vous pouvez nous parler aussi de
sa façon de travailler. Sa façon de travailler. Vous nous avez parlé de certaines idées d'écriture qu'il avait. Alors ça dépend des périodes, mais enfin on va dire qu'il a écrit plein de genres différents, mais comme il le disait lui-même, ce qu'on n'associe pas très souvent, et c'est dommage, c'est toujours écrire, puisqu'on lui refuse des romans, il écrit des nouvelles, on lui refuse des nouvelles, il fait des chroniques, on lui refuse des chroniques, il fait du théâtre, on lui refuse le théâtre, il fait des chansons. Mais c'est toujours écrire, parce que finalement, entre un Géré Craché qui dénonce quelque chose et la Java des bombes atomiques qui est publiée sur la une du Canard enchaîné en 1954, fallait quand même juste le faire. Au passage, 1958, premier article sur M. Serge Gainsbourg, aussi, Serge m'a dit, j'ai pris une gomme et j'ai essayé de gommer l'article, je disais, c'est pas possible que ce mec-là, il ait écrit un article sur moi, oui, voilà. Alors Boris, il écrit tout le temps. Alors, il écrit extrêmement vite, extrêmement bien, c'est-à-dire dans vraiment la formulation, le poignet, c'est très délié. Il fait aucune faute d'accord de temps, de syntaxe, etc. Il déteste relire et ça passe comme ça. De temps en temps, c'est pas terrible. Il en a conscience, mais c'est pas mal. Si, dans les quelques chroniques et tout, mais dans l'ensemble, en tout cas, ça fuse. Il y a une chose qui me fait mourir de rire, et c'est dire jusqu'où il est capable d'aller. Il va écrire une chronique des menteurs que Jean-Paul Sartre lui commande. Il en écrit une, il en écrit deux, il en écrit trois, il en écrit quatre. Sartre et le Castor sont absolument ravis. On sait déjà que Sartre est déjà là, Sartre est déjà passé par là, puisque l'Écume des jours est déjà sorti. Mais Boris, quand il amène sa dernière chronique, il fait quand même un truc qui est quand même pas banal. Il dit, moi j'ai trouvé un titre pour ma chronique, ça s'appelle « Rénovation des temps modernes ». Et là, il y a Sartre, Boss, Merleau-Ponty qui se lèvent et qui disent « Mais comment ça, rénovation ?» Bah, attendez, mais votre truc, c'est juste ringard et poussiéreux, quoi, quand même. Il faudrait quand même faire ça autrement. Et le manuscrit existe. Voilà, je dis aussi la même chose, c'est-à-dire que moi aussi, je vérifie les trucs, ça existe. Et je peux vous dire que là, on lui a gentiment, pas dit de partir définitivement, mais enfin, on lui avait comprendre. Mais il est allé jusque-là, il trouvait que c'était ringard parce que lui, il voulait que ce soit compris par le plus grand nombre. Ce qu'on lit et ce qu'on écrit. Ça, c'est une technique de travail de Boris Vian. Compris par le plus grand nombre. Donc l'élitisme, jamais. Jean-Paul, vas-y, Jérôme, vas-y. Allez-y. Non, je vais dire une connerie, non, pardon. non, mais si, une connerie. Non, il y avait quelqu'un qui n'aimait pas Boris Vian derrière vous parce qu'il faisait comme ça. Il faisait un signe réduire. On a réduit le temps de la rencontre, effectivement. Non, je veux juste dire qu'on doit tous, en tout cas je pense que Jérôme et moi, on doit énormément à Boris Vian. Parce qu'il nous a, enfin, moi, il m'a appris à l'époque où, ça, vous êtes trop jeune pour ça, mais moi j'ai étudié dans le fameux Lagarde et Michard où on en mettait des petits bouts de texte totalement nauséabonds et j'ai failli être écœuré de Rabelais à cause du Lagarde et Michard. Et quand j'ai découvert Boris Vian, il m'a appris une chose fondamentale, c'est qu'on peut rire avec la littérature, on peut s'amuser avec les mots et ça n'est pas quelque chose de figé qui sent la poussière, ça n'est pas réservé à une élite. Et moi j'ai écrit mes premiers romans qui étaient des pastiches de polar. Un peu comme Boris Vian a utilisé un subterfuge pour se faire publier en disant « Je suis Vernon Sullivan ». À l'époque, c'était la grande mode du polar marseillais et je me suis dit « Je vais faire du pastiche de polar marseillais sur le mode de Vernon Sullivan ». Pas « J'irai cracher sur vos tombes, mais elles ne se rendent pas compte et on tuera tous les affreux ». Et donc, on doit tous, vraiment, enfin en tout cas tous les gens de ma génération, on doit mille choses à Boris Vian et surtout la dérision, l'autodérision et les grands éclats de rire. Je tiens à dissiper un malentendu, je ne suis pas du tout de la génération de Jean-Paul Delfino. Il essaye de m'englober à chaque fois dans ces délires paranoïaques. Dans mon amour pour Boris Vian. En fait, il est le fils de Delfino. Un dernier mot, effectivement, la rencontre va bientôt toucher à sa fin. Vous parliez des migrants, c'est comme ça qu'on appelait Chateaubriand et les exilés en Angleterre, les exilés français en Angleterre après la Terreur, ou pendant la Terreur. C'est aussi l'idée de parler du monde actuel à travers votre livre. Et le fait, effectivement, il y a un oui, toujours. Moi, ce qui m'intéresse présent. toujours, c'est les concordances et puis les rapports du passé avec le présent. C'était pareil pour mon précédent roman qui parlait de Giacometti et de Sartre en 1937. J'avais l'impression que 37 c'était très actuel et oui il y a plein de sujets dans ce livre qui sont qui font correspondance avec ce qu'on vit aujourd'hui, aussi dans la façon de concevoir les livres, la librairie, le mécénat, enfin il y a des choses très, très actuelles, j'ai l'impression.
Peut-être une question aussi là-dessus, sur le climat antisémite dont vous vous rendez compte dans le livre, qui est absolument terrifiant. On ne se rend même plus compte à quel point c'était une période absolument détestable. Il y avait l'idée de parler aussi du monde contemporain, d'un climat. Non. Je savais l'antisémitisme en France à la fin du 19e, mais je ne le connaissais pas. Et après 1 an et demi de lecture, je peux vous dire, quand vous lisez des choses comme les juifs, il faudrait leur couper les cheveux, en faire du savon et faire des pots de tambour avec leur peau. Il faudrait trouver une solution finale pour les juifs et les faire cramer dans les hauts fourneaux du Nord. Quand vous lisez, quand Dreyfus a été libéré, mais non pas acquitté, il a été gracié. Quand vous lisez, je crois que c'était dans Le Pèlerin, le journaliste dans Le Pèlerin, c'était un journal qu'on pouvait acheter dans les kiosques. Il écrivait de mémoire, mais c'est au-dessus de la réalité ce qui a été écrit, donc je suis légèrement en dessous. Il disait qu'il faudrait prendre tous ces juges, les attacher à des poteaux d'exécution, avec des ciseaux de couturière, leur découper les paupières, enlever les globes oculaires, mettre des araignées venimeuses à l'intérieur, reboucher le tout avec des coquilles de noix pour que toute la cervelle de cette juiverie internationale puisse partir aux égouts. Donc ça, ce sont 2 exemples que je donne. J'aurais pu faire un bouquin de 800 pages, mais ça aurait été me servir de cette répulsion que j'ai pour l'antisémitisme, et j'ai essayé au contraire de servir la cause de Zola et la cause des gens qui étaient dreyfusards et non pas anti-dreyfusards. Et effectivement, vous citez des auteurs qui sont encore aujourd'hui très connus, appréciés par de nombreuses personnes, et vous citez véritablement leurs textes parfois dans cette période. Un dernier mot, qu'est-ce qui est prévu encore, les prochaines étapes avant Il est prévu qu'on chante tous le Déserteur, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, par exemple. Boris a écrit cette chanson comme une complainte parce qu'il vomissait à un moment donné. Tu voyais les copains partir en Algérie, se revenir de la Corée. Je veux dire, ça le faisait vomir, dans le genre vraiment détestable. Donc pour lui, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était d'arrêter cette violence. Et puis, c'était beaucoup occupé aussi d'écologie, déjà à l'époque. Il faisait du tri sélectif, les métaux, le bois, le truc, le machin. Puis alors, il disait, ce qui serait vachement bien, c'est qu'on fasse des toits végétalisés. Et alors, ce qui serait encore vachement bien, c'est qu'on partage les voitures, donc on laisse les bagnoles n'importe où, et puis on laisse les clés, puis tout le monde s'en sert, etc. Bon, le gars, il a un peu réfléchi, voilà, sur certaines choses qui pouvaient un petit peu créer du bien-être, et il estimait encore une fois qu'il fallait que l'homme vive pour justement être dans le bien-être. Et il disait sa phrase clé que je vous cite, et retenez-la: l'important, ce n'est pas le bonheur de tout le monde, c'est le bonheur de chacun. Que bien sûr, il fallait mettre des robots, taxer des robots, arrêter de bosser à la chaîne, totalement abrutis, et faire des chansons, et puis qu'on invente des trucs sympathiques, rigolos, etc. Ça, c'est vraiment Boris Vian, c'est vraiment ce mec-là. C'est-à-dire qu'il est complètement atypique et qui fait des blagues quand il est ingénieur que personne ne comprend, qui va se mettre au pied de Gaston Gallimard et qui lui fait une sérénade à la trompette en lui disant « Mais Gaston, prends-moi mon écume des jours, tu vas voir, tu vas rêver, ça va être merveilleux. » Il n'y a rien qui marche, mais il est au-delà de tout, de tous les codes. Mais en même temps, on le prend vachement au sérieux. C'est pour ça qu'on ne lui veut pas du bien. Voilà, donc on va tous chanter le Déserteur. Et puis sinon, pour 2020, des dizaines, des centaines d'événements. Il y a un site officiel, Boris Vian officiel, avec tout ce qui est programmé sur toute l'année 2020, beaucoup de manifestations et dans tous les genres, et des trucs assez barrés, et des trucs assez modernes, des trucs... Voilà, Boris Vian, en tout cas dans toute sa splendeur. Donc rendez-vous en mars 2020 pour les célébrations, pour l'anniversaire exact. Toute l'année. Mais toute l'année, il y aura des choses. Et en attendant, il y a Boris Vian, 100 ans, le livre anniversaire, publié chez Prisma. Merci Nicole. Jean-Paul Delfino. Merci beaucoup. Assassin, point d'exclamation, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Jérôme Attal, La petite sonneuse de cloche, publié chez Robert Laffont. Merci à tous. Merci au public. Merci à Corrèze Télévision.